Vous êtes déjà là nombreux pour suivre l'actualité de la semaine dans Info 7. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro qui reçoit pour cette année. C'est son premier passage, mais ce n'est pas pour la première fois qu'il passe dans ce magazine d'actualité sur Congweb Télévision. Mardoché Sélé, et vous les connaissez très bien, coordonnateur national de la structure Nouvelle Génération pour le Changement. Aujourd'hui, sur ce plateau, un homme avec plusieurs casquettes. Il est également président national de la Ligue nationale Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. C'est un parti politique cher à Fifi Masuka, qui est donc gouverneur du Lualaba. Il ne se limite pas là. Une autre casquette de notre invité de ce jour, communicateur de l'UCOR, Union de communicateurs de la République. Bonsoir. Bonsoir, madame. Mardoché Sélé, de retour. Je suis de retour, madame. Alors, comment vous allez? Non, tout va bien. Tout va bien. Comme vous le constatez, nous n'avons pas voulu hésiter pour répondre à cette invitation très importante, pour essayer de discuter ensemble avec vous et notre public. Je vais parler des amoureux de Info 7 qui vont suivre à travers ce numéro la discussion tout autour des questions d'actualité dans notre pays. Donc, je suis très disponible et puis disponible pour eux aussi. Alors, Mardoché Sélé est connu avec cette casquette de coordonnateur national de la Nouvelle Génération pour le Changement. Comment se porte votre structure? La NGC se porte très bien. Nous sommes maintenant représentés dans plus de 19 provinces. 19 provinces aujourd'hui? 19 provinces. Ce n'est pas seulement dans les chefs-lieux de provinces, mais aussi même dans des territoires, voire même dans les secteurs. Et après, c'est une structure qui vient en appui, n'est-ce pas, aujourd'hui, au parti FIDEC, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, le parti cher à son excellence Madame Fifi Masuka Saini, la gouverneure du Lualaba. Et là, j'ai encore une casquette que vous avez soulevée, président national de la Ligue de jeunes FIDEC. Je suis à la tête de la jeunesse FIDEC pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre dans le chef de la jeunesse une nouvelle vision qui peut normalement profiter. Donc votre cible, c'est plus la jeunesse, parce que la jeunesse constitue l'avenir de demain. Bien sûr, bien sûr. Et nous avons toujours dit, la jeunesse, c'est l'avenir d'aujourd'hui, ce n'est pas l'avenir de demain, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir 35 ans, mais au bout de 5 ans, on n'aura pas 35 ans. C'est-à-dire, lorsque nous avons encore la force, n'est-ce pas, de comprendre, capitaliser, n'est-ce pas, les occasions qui s'ouvrent pour la jeunesse, nous pouvons les exploiter positivement au profit de la jeunesse, des générations futures. Donc, aujourd'hui, nous avons une vision qui est celle de préparer la jeunesse du FIDEC, n'est-ce pas, au leadership ou, n'est-ce pas, à occuper des postes de commandement, de responsabilité, mais faire preuve de beaucoup de valeurs. C'est pourquoi vous avez vu la dénomination de notre parti Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, et la chrétienté a été cooptée en termes de valeurs pour les inculquer dans le chef des futurs dirigeants, pour que dans la gestion de la chose publique, qu'on trouve une différence entre les produits qui sont issus, n'est-ce pas, du FIDEC ou de l'école de leadership du FIDEC, n'est-ce pas, par rapport à d'autres formations politiques. Nous avons tenu compte des comportements de différents dirigeants sortis des différents partis politiques, différentes formations politiques, mais nous avons compris qu'il fallait, n'est-ce pas, exploiter ces faiblesses pour se forger une marge à suivre. Alors, un très bon discours, Mardoché Sélé. Vous vendez très bien votre parti politique. Mais de l'autre côté, quand même, la présidente de ce parti politique, son leadership est quand même remise en cause par certains observateurs. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que cette vision sera réalisée? Merci, madame. Vous savez, il est vrai que les gens s'expriment en faux ou s'inscrivent en faux contre la vision de madame Masuka Saini. C'est de leur droit, nous sommes en démocratie. Nous ne sommes pas obligés de parler seulement le même langage. Nous ne sommes pas obligés de mettre sur le même point de vue. Mais laisse-moi vous dire que le travail de Fifi Masuka est ineffiable. Ça ne peut pas s'exprimer par la parole. Tout celui qui a vu Masuka naître en politique, et surtout à l'époque où il n'était pas vice-gouverneur, en 2015, ils savent que Masuka a un cursus très propre. C'est une femme qui... Pourquoi vous insistez sur parce que le très propre? Très propre et surtout... Un cursus très propre. Elle est quittée de zéro à ce qu'elle est aujourd'hui. Masuka, c'est une nature de leaders qui n'ont pas besoin de beaucoup flatter, beaucoup séduire avec beaucoup de discours, mais ce sont des types de personnes qui cherchent à convaincre à travers des actions à impact visible. Je suis revenu sur ce plateau plusieurs fois pour prouver que Masuka, c'était la femme idéale pour la gestion de la province du Lualaba et surtout sa délivrance. Beaucoup ont remis en cause mes émissions, mes propos, mais j'avais lancé un défi que vous allez remarquer.
que le Lualaba a besoin d'une femme comme celle-ci, mais je vais parler de la personne comme Masuka. Si, elle est bien sûr dans la continuité de la chose publique. Pas dans la continuité. Masuka a modifié plus que tout ce qui était prévu. Parce que ce qui était prévu avec le gouverneur Mouyej à l'époque ne prenait pas en charge beaucoup de réalités de la province. Le programme d'action de Mouyej n'était pas taillé, adapté aux réalités, des difficultés de la province. C'était un programme d'action câbilisé parce que vous avez vu que la plupart des problèmes que le peuple souffrait n'étaient pas pris en compte. Mais alors, Mardochene Sely, soyez quand même reconnaissant. Nous savons tous que même sous le règne de Joseph Kabila Kabange, Mouyej faisait quand même la différence, non? Non, je reviens sur ce que je disais. Bon, Fifi Masuka n'est pas dans la continuité de la chose. Non. La gestion de Masuka vient avec une nouvelle vision. Une nouvelle vision qui est dans l'ombre de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La vision de Mouyej, c'était la vision de Kabila. Une vision qui était limitée, bornée, qui n'avait ni rien à apporter comme solution aux problèmes de l'Oualabé en particulier, au Congo en général. Mais je voudrais préciser une chose. Laquelle? Vous savez, je suis très honnête et très sincère. Le gouverneur Mouyej a dit en 2015, n'est-ce pas, que le travail que Katumbi avait fait à l'époque était avancé et il l'avait reconnu. N'est-ce pas? Quand lui est arrivé, mais il n'a pas du tout innové. Il a hérité les 180 km que l'autre avait fait et que ce encore. Mais quand Masuka est arrivé, ils ont enlevé la province à 500 millions de prévisions budgétaires jusqu'à 1 milliard et quelque chose, soit 12% du budget national. L'unique femme qui a défié le gouverneur et investi depuis 2018, c'est Masuka Senini. Et c'était une évidence. Masuka arrive, elle corrige même le projet budgétaire que je venais de soulever tout de suite. Elle améliore les conditions des agents membres du gouvernement à 3 mois de l'intérim. Celui qui touchait 500 $ est parti à 1200 $ et c'est une vérité. Masuka arrive, elle dit aujourd'hui, l'unique qui peut nous apporter la vie sauve dans les difficultés que nous sommes en train de courir avec notre population, s'appelle Félix Tshisekedi. Parce que je vous avais dit à l'époque que la légitimité du président en public, Félix Tshisekedi, où là-bas était évalué à moins de 10%. Aujourd'hui, c'est à combien de pourcentage? Aujourd'hui, c'est à 98%, les chefs de l'État évoluent partout le Lualaba. Oui, c'est une vérité, c'est une évidence. Je pense que beaucoup sont partis, qu'ils soient congolais, qu'ils soient du Lualaba, qu'ils sont de Kinshasa, ils étaient au Lualaba, ils ont vu. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la population puisse aimer Félix Tshisekedi? Ce sont les travaux, les réalisations, les ouvrages que Masuka a posés d'abord. Alors, Mardochene Sely, nous savons tous que la Constitution, c'est la Bible de la République démocratique du Congo. Si. Alors, Richard Mouyej, qui était gouverneur de la dite province, avait démissionné. Et jusqu'à ce jour, Fifi Masuka, plus de 5 mois d'intérim. Est-ce normal? Oui, c'est normal. Comment ça, ce sont des petits juristes, peut-être. Parce que vous savez, beaucoup de gens ils se font passer pour des juristes, les avocats, tout de suite. Ce sont des usurpateurs. Ou soit ce sont des bailleurs de fonds, ils portent des casquettes de juristes, mais en soi... Mais que dit la loi? Dites-moi. C'est ce que je dis. Allez-y. Madame, il y a un gouverneur et un vice-gouverneur. Ce sont les deux institutions différentes. Le gouverneur est poursuivi pour détournement de fonds comme infraction de droit commun garantie par la loi de la République. Et je donne la précision. Dans la loi sur le principe fondamental relatif à la libre administration de province, vous allez dans l'article 68, qui stipule que si un gouverneur, n'est-ce pas, commet une infraction de droit commun, comme outrage à l'Assemblée et détournement de fonds, n'est-ce pas, il doit être mis en accusation par l'Assemblée provinciale, conformément au règlement de l'intérieur de l'Assemblée. C'est la procédure qui a été entamée, la procédure a été respectée. L'Assemblée provinciale s'est saisie du dossier, a récupéré le rapport réalisé par le chef sur base des dénonciations faites par Madame la vice-gouverneure. Et après, quand le rapport a été exploité par l'Assemblée, la procédure de la mise en accusation a été évoquée et l'article 157 du règlement de l'intérieur a été respecté, mis en œuvre pour que la plénière puisse être dirigée. Et 11 ont voté pour, 4 ça nous avons suivi. Bien sûr. Et la résolution de la mise en accusation a été déposée à la Cour constitutionnelle pour approbation. Mais qu'est-ce que la loi dit après cette procédure? Qu'est-ce que la loi dit? Constitution de la République démocratique du Congo, à ses articles 60, alinéa 4, dit que si un gouverneur est mis en accusation, n'est-ce pas, il doit déposer sa démission dans les 24 heures qui suivent. Et l'exception de cette règle, c'est que sa déchéance est de fait. Donc le gouverneur Mouyej cesse d'être gouverneur le jour où la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. Vous comprenez? C'est ça d'être gouverneur. Maintenant, c'est quoi le rôle du vice-gouverneur? Et quel est son rôle? Maintenant, l'institution vice-gouverneur intervient au nom du principe de la préséance, n'est-ce pas, et la continuité de l'État. Le préséance, c'est le vice-gouverneur qui vient juste après le gouverneur empêché.
la loi ne voudrait pas que le gouverneur soit en fonction en même temps poursuivable en justice. Vous comprenez? La procédure, nous sommes dans la phase préjuridictionnelle. Madame le gouverneur, c'était un gouverneur de fait. Automatiquement, si le gouverneur est empêché, que ce soit de manière progressive ou temporelle, c'est la vice-gouverneur qui assure le transfert des affaires courantes conformément à l'article 194 de la loi électorale. Vous comprenez? Alors, oui, alors, après, mais ce n'est pas pour l'éternité jusqu'à la fin du mandat. Bien sûr, ouais. Je suis en train de vous expliquer. Maintenant, en ce moment-là, les délais que vous soulevez n'ont pas un problème. Parce qu'il y a une procédure judiciaire. Si Mouye finit avec la justice, vous comprenez? C'est-à-dire, il doit rentrer en province s'il est lavé de toutes ces dénonciations. Vous comprenez? C'est pourquoi les élections de gouverneur n'ont pas intéressé la province du Lualaba à cette époque-là. Mais lorsque l'empêchement progresse, les institutions doivent vivre. Le ministre de l'Intérieur... C'est bien ce que vous avez évoqué, oui, c'est bien. Je vous donne maintenant... Mais la question quand même que plusieurs personnes se posaient, c'est que pourquoi en son temps-là, il n'y a pas eu des élections et qu'on pouvait aussi bien organiser quand même après les élections. Dans Très bien. Province. Organiser comment? Parce que ce serait impossible. Lorsque on parle des affinités avec les membres... Non, il n'y a rien de la politique là-bas. Oui, on parle de la politique. Je parle du droit. Lorsque l'empêchement du gouverneur, qui est poursuivi en justice, progresse, n'est-ce pas, l'obligation de faire vivre les institutions impliquerait que le ministre de tutelle confirme le vice-gouverneur comme gouverneur full, afin de prendre de grandes décisions. Parce que sinon, ça préjudicierait le fonctionnement des institutions. La continuité exige que tout marche sans préjudice. Oui, on est d'accord avec ce que vous dites. On ne peut pas bloquer les choses. Non, pas bloquer. La gestion devrait continuer. Et que le mais la gestion continue. Oui, mais on pouvait quand même après aussi organiser. On a vu cela dans les passés. Très bien. Alors les élections sont là. Mais alors, oui. Soyez quand même franc. Très bien. Je sais que vous êtes proche de Fifi Masuka et que certainement je suis dans le règle. Oui, que vous ne voudrez pas dire sur ces plateaux. Mais quand même, la logique serait qu'on organise des élections. Très bien. Mais aujourd'hui, dites-nous, est-ce vrai, si Fifi Masuka en est là, c'est par rapport, il y a des observateurs qui estiment qu'elle a des liens très étroits avec certains dignitaires et proches un peu du parti présidentiel, et c'est ce qui maintient Fifi Masuka à ce poste. C'est faux et archi faux. Ce qui maintient Masuka aujourd'hui à la tête de la province du Lualaba, c'est les circonstances dans lesquelles les choses se sont déroulées en mal contre le gouverneur Mouyej, qui est le titulaire de la province, empêché et poursuivi en justice. Donc il n'y a rien d'illégalité là-bas, c'est l'homme de chez Il n'y a rien d'illégalité. Et je vous dis pourquoi. Ceux qui parlent de l'illégalité, ils doivent se rappeler que lorsque Masuka est confirmé comme gouverneur intérimaire à la tête de la province du Lualaba, elle est... Parce que le lobby... Il y a quand même quelqu'un qui disait que parce que le lobby a été très bien... Non. C'était un défi, un grand défi à relever. Beaucoup parlaient que Masuka était incompétente. Tout le monde a chanté sur le plateau. Mais il y a certains qui continuent à le dire. Elle est restée silencieuse. Qu'elle est en train de briller grâce aux traces laissées par S'il vous plaît, madame, il n'y a personne, comme gouverneur investi 2018, n'est-ce pas, qui peut arriver à la cheville de Masuka en ce qui concerne la gestion de la chose publique. Donc, lorsque vous parlez de gouverneur, il n'y a personne. Il n'y a personne. Comme gouverneur. Mais je vous dis. Je veux que vous puissiez bien expliquer ce que je dis le parallélisme entre la gestion de Masuka comme vice-gouverneur depuis 2020 à la tête de la province et des gouverneurs investis depuis 2018 qui ont des bilans chaotiques pendant que leur province produisent de la même manière que le là-bas. Mais une femme qui sort dans des critiques, des dénigrements, des sous-estimations, sa personnalité mise en difficulté, mise en cause. Masuka occupe la première place. Elle a défié tout le monde, les vices et les gouverneurs. Bien sûr. Elle les a défiés, c'est ça? Vous voulez me dire? Bien sûr. Elle a bien travaillé, elle a convaincu non seulement son peuple, même les institutions au niveau de Kinshasa. Elle coopère, elle est flexible, elle gère une province où l'IGF est permanente. L'IGF est permanente là-bas, c'est une information, allez-y demander à tout le monde. Même au niveau des ETD, l'IGF est présente. Pour commencer à voir dans quelle mesure les dépenses... Vous êtes en train de nous dire que la gestion des Fifi Masuka est transparente. Une gestion orthodoxe. Merci madame. Messieurs, prenons ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. L'ouverture de ces assises a été marquée par plusieurs allocutions, notamment celle du représentant de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé et du secrétaire général à la santé, représentant les ministres de la santé publique, hygiène et prévention. Durant 5 jours,
les experts congolais et internationaux venus de la Banque mondiale, de l'OMS, ainsi que les partenaires techniques et financiers, donc Brick Road Action et l'USAID, vont évaluer la mise en œuvre du plan RCI, comme l'indique Linda Mobula, représentante du directeur pays de la Banque mondiale. Pour le directeur général adjoint de l'OMS en RDC, Jean-Baptiste Nikiema, il s'agit de définir les priorités pour les 5 prochaines années. Il s'agit d'échanger, d'avoir un esprit critique et d'avoir un esprit ouvert à la discussion franche et également constructive, parce qu'il faut définir des priorités pour les 5 prochaines années. Un pays comme la RDC est central et extrêmement importante en matière de sécurité sanitaire et il faut que les actions qui sont formulées dedans soient des actions bien formulées. Le représentant du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Yuma Ramazani, secrétaire général à la santé, a rappelé aux participants que cette évaluation s'est faite au moment où la RDC est en pleine mise en œuvre de la couverture santé universelle, vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. 5 ans après, la RDC a fait cet exercice d'auto-évaluation. Et je crois qu'il est venu maintenant, avec l'appui de tous les experts, essayer de valider les scores qui ont été proposés et faire en sorte que vous puissiez nous aider à formuler des recommandations claires et nettes pour pouvoir améliorer les domaines qui font défaut. Cet exercice s'est fait à un moment important où la RDC est de plein pied dans l'accélération de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la couverture santé universelle. Et donc, la sécurité sanitaire ne sera rien d'autre qu'un atout pour nous permettre encore davantage de pouvoir nous préparer, mieux nous préparer et bien riposter aux épidémies et autres urgences de santé publique. Rappelons que la RDC s'était livrée à cet exercice d'évaluation du plan RCI pour la dernière fois en 2018. La coalition Congo n'est pas à vendre a manifesté ce jour devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa. CNPAV s'oppose à un éventuel allègement de sanctions contre Dan Gettler. Palmer Kabea, porte-parole du mouvement citoyen Filimbi, s'oppose à la levée des sanctions de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler. Le contenu que on s'oppose à la levée des sanctions contre M. Dan Gettler. C'est ça le contenu. Nous, notre mouvement, nous les citoyens congolais, nous le peuple congolais, on est contre cela. Comme vous le saviez, Dan Gettler a eu des contrats opaques et des contrats qui n'ont jamais bénéficié au peuple congolais et à la République. Et aujourd'hui, Dan Gettler, qui s'est beaucoup rapproché du pouvoir de Tshisekedi, et ce pouvoir, comme on est à la veille des élections, ils veulent du cash. Ils se sont mis d'accord pour que le gouvernement puisse plaider sur la levée des sanctions de Dan Gettler. Il dénonce par ailleurs le complot du gouvernement congolais et Dan Gettler au mépris de l'intérêt général de la population sur le royalty. Et que le royalties congolais, dont les contrats qu'ils ont signés n'ont jamais été publiés, mais nous connaissons très bien que depuis Dan Gettler est au Congo jusqu'à maintenant, il a près de 500% d'intérêt qu'il a gagné au Congo. Et comme les Américains, c'est un gouvernement responsable, les Américains luttent contre la corruption et les blanchissements d'argent. Nous pensons que le Trésor public américain, à un certain moment, ils ont sanctionné Dan Gettler. Et que ce n'est pas le moment de lever les sanctions parce que le Congolais, on n'est pas revenu dans nos droits. On ne voit pas aucune bonne raison que Dan Gettler soit levé de ces sanctions. C'est pour cela, nous invitons le gouvernement congolais, nous invitons les partenaires traditionnels de la RDC à lutter contre la corruption. Et la plus grande forme de corruption, c'est que se passe maintenant les accords du régime Tshisekedi et Dan Gettler pour avoir du cash pour aller aux élections. Notons que la coalition CNPAV a renseigné que les intérêts et le principe ne doivent pas s'opposer, mais se conjuguer ensemble pour donner un avenir meilleur au peuple congolais qui a tant souffert et continue à crouper dans la pauvreté suite aux conséquences fâcheuses de bradage de ses ressources naturelles. Il est plus qu'indispensable de refonder l'État congolais.
Karine Kalenga, cadre du MDVC, a démontré cet état des choses tout en dénonçant la mauvaise gestion de la chose publique par le régime en place, le cas des travaux de son jour, l'achat des poissons en Namibie et autres. Yambalo yo batato yo bayibate. Tokei na dossier à 100 jours. 57 millions. Ya ba Congolais, ya petit peuple. Et bima qui peut essayer la moussala. On a ba maison préfabriquée. Ba maison on a eyate. Ba bateau de pêche hein, ezate. Mais tala li boma ya Congolais. Abimisi 6 millions de dollars. Toke ko bwa kango kuna na Namibie pona ko somba mpiodi yango somba ya ozwa yango ya 10 ans après mbongo ekenda wapi ba période moko ezaki soko chemo unité ozala ndeko moko kuna na chumbe moyo solola na ye lobi te na luka na chata 1 minute na bengo na lengo na luka na senga ta mwa sac ya loso mais soki oche unité bien basali nini 450 millions de dollars ya ram oyo bakata ekenda na poche ya nani Kongola miso Kongola sambo umbute. Pour sauver la population congolaise, le cadre du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement n'est pas allé par 4 chemins. La vision du MDVC par son président et candidat président aux élections de décembre prochain reste la meilleure solution. Alobi esengeli classe politique ezala rajeuni. Elobi te ke kozwaka ka bilenge ko tia bango wana te. Bilongi nanu oyo yakala batato basala banda mobutu. Basali na Muse, basali na Joseph, lelo bazana Fachi. Basala nini? Tolingi kozwa ba initiative ya sika. Tolingi kozwa makanisi ya sika. Na memi biso lisusu musika. Lelo dollar to ya dollar ezana combien? 25 000. Signalons par ailleurs que Karine Kalenga, cadre du MDVC, est candidate à la députation provinciale à la circonscription des Monts-en-Bas. Alors, Madame Chensele, il y a quelques mois passés, le président de la République était dans le Haut-Katanga. Et ce qui nous intéresse plus, c'est la question minière. Est-ce qu'à ce jour, la RDC, les Congolais, jouissent de leur minerai? Merci beaucoup, madame. C'est une question très importante, très pédagogique aussi. Je sais que les charlatans, je veux dire, ceux qui essayent de distiller le mensonge comme ils le font sur les réseaux, ils peuvent le dire. Oui, mais vous savez, disent que Mardo Chensele distille aussi des mensonges. Voilà. Bon, moi j'ai toujours demandé, si je trompe, venez me prouver le contraire sur ce plateau, j'ai toujours lancé un défi. Mais brièvement, ce que vous devez retenir, c'est que le président public, Félix Antoine Tshisekedi, c'est une bonne personne, animé des bonnes intentions. Il a aussi de la volonté de faire du bien aux Congolais et remettre le Congo sous les sillages de fonctionnement normal. Le chef d'État porte sa politique qui est celle des réformes des institutions pour réellement respecter le principe qu'il a toujours soulevé chaque fois qu'il fait son adresse à la nation, la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et chaque fois qu'il est passé au Katanga, il a parlé des contrats, des signatures de contrats 50-50, 50-50. Vous construisez l'université chez vous, au Congo, nous aussi nous construisons. Il a dit ça en fonction des faiblesses qu'il a découvertes et beaucoup de clientélisme remarqué dans le chef de... Il a découvert que la RDC ne jouissait pas de ses minéraux. Je ne sais pas, et il a compris. C'était au détriment des Congolais. Bien sûr, et tout est à refaire. Et autrefois, il a soulevé la question de la transformation locale de minerais. C'est un processus, il a de belles initiatives et de bonnes ambitions. Mais comme nous sommes dans un processus, laissez-moi vous dire que les séquelles, n'est-ce pas, les retombées de ces mauvais contrats, c'est que les Congolais ont pu signer avec nos partenaires de l'étranger ici, dans le secteur minier, n'a pas du tout profité aux Congolais, mais nous sommes sous le chemin, n'est-ce pas, du redressement, de la mise en ordre. Comme on dit souvent que le changement est un processus. Oui, un processus, parce qu'on ne peut pas répondre à un système avec des actions. On répond à un système avec un autre système. Le tshisekédisme s'impose sur les faiblesses du kabylisme qu'on a remarqué pendant plus de 18 ans. Les faiblesses du kabylisme. Du kabylisme. Alors le tshisékédisme s'impose là-bas pour mettre en place un plan d'action. Kabila vous a quand même légué un code minier. Hein, les codes miniers n'étaient pas pour lui. Il fallait suivre le remarque de Julien Bosso et quoi, Julien Kubokoso,
Vous comprenez? Parce que ce sont des gens ici qu'on ramasse, qu'on appelle communicants, qui passent sur les médias pour mentir les gens. Kabila peut élaborer un code minier. Ou c'est le gouvernement de Kabila qui a élaboré un code minier. Mais il y avait quand même les codes miniers existaient, RDC, les codes miniers existaient, mais on l'a amendé. Oui, on l'a amendé. On a amendé, on a essayé d'améliorer là où il fallait améliorer. Mais c'est sous Kabila, et ce n'est pas par volonté de Kabila, madame. Ce sont c'est par volonté de qui? Parce que c'était sous le règne de Joseph Kabila. Sous le règne de Kabila, mais ça ne venait pas de Kabila, madame. Ça venait de qui? Ça venait de beaucoup d'experts. Je vous ai cité Julien Delacobokoso, c'est un juriste chercheur qui a amendé, n'est-ce pas, le code minier. Ça fait des années. Kabila, même son gouvernement, n'avait même pas pensé comment est-ce qu'il fallait revoir le code minier et réajuster d'autres dispositions. Alors, ce qui est important, c'est que le code minier, ce n'est pas pour Kabila. Kabila ne peut jamais s'en réjouir, c'est pour le Congolais. Vous comprenez? Mais quand même, il y a même ceux qui n'étaient pas... Reconnaissez quand même que c'est lui qui l'a accepté. Non, on ne peut pas reconnaître les choses en cascade comme ça. On reconnaît et on donne les détails. Félix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent et s'approprient le code minier comme si c'est honteux. Ils se sont réunis avec Kabila dans sa chambre et ils ont pensé comment réviser le code minier. C'est pas ça. Il y a deux gens qui ont amendé ces codes miniers avant que la classe politique de Kabila pense à le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup ont pensé revoir le code minier, ils se sont référés quelque part. C'est-à-dire qu'il y a les autres qui avaient déjà commencé par amender, qu'il y a eu beaucoup de faiblesses, n'est-ce pas, dans les codes miniers. Alors, Mardogène Télé, comme nous sommes en train de parler de minerais, vous avez suivi quand même cette manifestation des ONG ou des organisations de la société civile réunies au sein de la structure Le Congo n'est pas à vendre, qui tire encore une sonnette d'alarme parce que les sanctions contre Dan Getler, on veut lever donc les sanctions contre Dan Getler, qui est un milliardaire israélien très investi en République démocratique du Congo, comme vous le savez. Alors, comment est-ce que vous trouvez cette démarche? C'est leur droit le plus légitime, ils peuvent le réclamer, c'est pour le bien de leur pays. Manifester, et tout ça, c'est normal, s'ils ont une cause qui est légitime. Mais est-ce que cette cause n'est pas légitime? S'il vous plaît, c'est légitime. Allez-y. Alors, vous voyez, ça devient un peu bizarre lorsqu'ils veulent attribuer, n'est-ce pas, cette levée des sanctions à Félix Tshisekedi. C'est là où il y a le mal. Parce que tous, s'il vous plaît. Palmer Kabeya, a souligné que c'est un complot du gouvernement pour avoir du cash pour organiser les élections. Ce sont des procès d'intention. Parce qu'ils justifient ça avec quoi? C'est sous Félix Tshisekedi qu'on a connu que Dan Getler a fait des contrats diaboliques avec le RDC. Il nous a pillés. C'est avec l'avènement de la bonne gouvernance prônée par Félix Tshisekedi à travers la lutte contre la corruption qu'on a établi un rapport détaillé sur Dan Getler. Ce n'était pas avec Kabila. Et ces jeunes qui ont manifesté le savent que Tshisekedi est porteur de beaucoup d'amour pour son pays et il a essayé de ressusciter beaucoup d'institutions qui ne travaillent pas comme lui. Mais vous ne pensez pas qu'il faudra quand même attirer une attention sur la déclaration de Palmer Kabeya? Bien sûr, non, mais il fait ça, ce qu'ils font. Mon frère qui a manifesté avec les amis, ils font du populisme improductif. Comment ça? Bien que la raison est bonne, se lever, parce que nous tous nous sommes contre Dan Getler. Vous ne pouvez pas accepter que Dan Getler prenne ce que nous reviennent de droit. Et bien sûr, mais je voudrais seulement leur rappeler que si aujourd'hui ils ont connu le dossier Dan Getler, c'est avec l'avènement de la bonne gouvernance prônée par Tshisekedi, on a patrouillé, on a compris que voilà ce qui a été fait. Voilà ce qui a été fait, ce n'est pas pour l'intérêt des Congolais, on a mis à la portée de tous. Alors le président Tshisekedi ne peut pas vouloir une chose sans contraire. S'il a commencé quelque chose, il va le finir. Alors, ce qu'il dit, qu'il y a un complot entre Dan Getler et la République démocratique, qu'on se fout, ce sont des fictions. Ce sont des fictions qui relèvent de leur imaginaire. Et tels qu'ils sont là, ils ont été motivés, instrumentalisés pour aller saisir. Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais peuvent quand même faire confiance à cette structure? Le Congo n'est pas avant? Non, c'est une structure de circonstances. Elle a été montée de toutes pièces pour des raisons politiques. Ce n'est pas une structure légitime de la société civile, ce sont des jeunes qu'on a ramassés ici et là. On a mis les... Non, ce sont quand même des organisations. Mais non, ce sont des organisations de circonstances. Je ne connais pas. Avant une année, cette organisation, ça n'existe pas. C'est une organisation qui s'est créée, nous connaissons comment ça s'est créé. Créé pendant les circonstances pour de bonnes raisons. L'objectif, c'est salir Félix Tshisekedi, salir sa gouvernance et mettre sur sa tête beaucoup d'autres responsabilités. Depuis quelques années, hein? Non, pas quelques années. Ce que je dis, madame, je connais la Lucha, je connais hein? ECHA, je connais beaucoup de structures qui prestent. Et vous connaissez comment ils fonctionnent? Nous connaissons comment ils sont légitimes et reconnus même par les organisations internationales. Alors, et ça sont des structures de circonstances. Mardogène Télé, vous avez suivi Karine Kalinga, qui est du MDVC, qui dénonce la mauvaise gestion
du régime Tshisekedi et elle essaie un peu de rappeler certaines histoires qui se sont passées au pays depuis l'avènement de Félix Tshisekedi. Elle est revenue sur les dossiers 100 jours, elle a argumenté, elle est revenue sur l'achat de poissons Namibie. N'a-t-elle pas raison? Merci. Elle peut avoir raison ou elle ne peut pas aussi avoir raison. C'est normal que quelqu'un dans l'opposition puisse critiquer. Dans l'opposition, c'est égal critique. Bien sûr, c'est ça l'opposition que nous avons aujourd'hui. Critique, en pédagogie, on dit les critiques, ce sont des sanctions si elles sont faites de bonne foi. Vous savez, le Congo appartient à Félix Tshisekedi, le Congo vous appartient à Mme Noëlla, le Congo appartient aussi à Madame de l'opposition qui a critiqué Félix Tshisekedi et soulevé les questions du Congo 100 jours. C'est pourquoi moi j'ai toujours insisté que les leaders politiques doivent être formés. Vous comprenez? Ils sortent d'une école de leadership pour d'abord maîtriser le fonctionnement des institutions. Comment est-ce que le budget est élaboré? Comment est-ce que les fonds sont alloués? Comment on élabore les plans d'action et que sais-je encore? Madame, elle est innocente. Elle est innocente, comment ça? Elle est politicienne et puis... Politicienne, oui, bien sûr. Il y a la différence entre politique et politicienne. Politicienne parce qu'elle est en quête de positionnement. Elle cherche le positionnement politique pour se vivre politiquement. Maintenant, les politiques, ce sont les hommes d'État. Ceux qui comprennent la politique, ceux qui ont quand même une bonne dose de fonctionnement des institutions. Si vous voyez leur visiblement, façon... c'est comme si elle maîtrise mieux la politique. Non, elle ne maîtrise pas. Karine Kalenga. Elle ne maîtrise pas, elle est innocente. C'est pourquoi j'ai dit elle est innocente dans la maîtrise du fonctionnement des institutions. Quand il a suivi la question des 100 jours, les 100 jours, c'est le programme du chef de l'État, n'est-ce pas? Le chef de l'État n'a-t-il pas donné de fonds ou pas? Il a donné de fonds. Il a donné le fonds à qui de droit et tout le monde devrait exécuter à son niveau de responsabilité le programme de 100 jours. Si quelqu'un a fauché, les infractions sont individuelles. Vous comprenez? Et la justice est saisie pour que les droits des Congolais soient rétablis. Le ministre qui avait lancé le projet d'achat de Saint-Charles, n'est-ce pas, est revenu. Aujourd'hui, il n'est plus ministre, il a été, n'est-ce pas, mis en question par... l'Assemblée nationale. Elle est revenue aussi sur le dossier RAM. Hein? Même le dossier RAM, c'est pour vous dire quoi? La justice de notre pays, c'est une justice qui n'est pas du tout instrumentalisée. Nous avons aujourd'hui compris que le principe de la séparation du pouvoir est respecté avec Félix Tshisekedi. Si quelqu'un s'est laissé, il va saisir les institutions. On parle d'une part aussi d'une justice à double vitesse. Oui, une justice qui n'est pas équitable. Et même la preuve, le président de la République, plusieurs fois qu'il s'est exprimé à la nation, il n'a cessé d'émettre un peu d'inquiétude dans ses concernant la justice. Mais bien sûr, c'est une première fois. Ça fait que surprendre les Congolais parce qu'ils n'ont jamais vécu un président honnête comme Félix Tshisekedi, qui reconnaît les erreurs et autrefois, il fait l'effort de les arranger. Un dollar aujourd'hui s'échange à 2500, 2550, 2600, à chacun son tour. Oui. Elle l'a encore élevé. Vous savez, n'a-t-elle pas raison? Je reviens. Écoute, c'est pourquoi je dis, madame qui a mis son point de vue... Karine Kalenga du Karine Kalenga devrait encore beaucoup plus apprendre sur le fonctionnement des institutions. Les dollars est à ceci, mais il doit comprendre la réalité économique du pays, comprendre le contexte dans lequel le Congo vit. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses qui appartiendraient aujourd'hui aux ennemis du régime de Félix Tshisekedi. Je prends l'exemple avec Mme Olivier Kabila. Combien d'entreprises qui importent les poissons à l'extérieur du pays pour les venir au Congo, ce sont eux qui avaient presque les licences de beaucoup d'autres entreprises. Aujourd'hui, Moïse Katumbi qui a menti aux gens qu'il a les machambas. Les machambas, ce n'est pas pour Moïse Katumbi, pour une vérité, tout le monde doit le connaître. Moïse Katumbi est coproducteur de maïs là-bas. Il gagne que 20% dans cette société qui exploite le maïs à l'est de la République. Vous comprenez? Et ils importent, s'il vous plaît, ils importent les produits. Je vais vous donner, je vais vous rafraîchir le moment. Il y a de maïs qu'on importe. Moïse Katumbi, meilleur gouverneur à l'époque, 8 ans. Mais le Katanga n'a jamais produit même 50 sacs de maïs du Katanga. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs gouverneurs. Non, il n'a jamais été meilleur gouverneur. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Moïse Katumbi n'a jamais été meilleur gouverneur. Il ne restera jamais. Et quand vous avez vu, il a drainé une foule. Il est revenu dernièrement. Non, c'est une foule de conscience achetée. Ça, c'est une foule de conscience achetée. Qui ne sait pas? Acheter comment? Il y a toujours une équipe d'avance qui arrive. On va corrompre les gens avec de l'argent pour venir répondre aux manifestations. Donc vous les faisiez aussi une foule qui est tous habillés en blanc. C'est-à-dire, il y a des polos qui arrivent pour habiller tout le monde. On habille tout le monde, vous voyez que c'est tout est préparé. Alors, on prend d'abord ce dossier. On se retrouve juste après pour un autre débat. Madame, Messieurs, la Cour des comptes a donc décidé de geler donc les avoirs de certaines personnes. On en parle juste après.
L'opinion publique se souviendra qu'au courant de l'année 2021, l'Inspection générale des finances a conduit un audit sur la gestion de la Banque centrale du Congo. Cet audit a couvert la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020. En date du 8 mars 2023, le rapport d'audit de l'Inspection générale des finances a été transmis à la Cour des comptes. Saisi du dossier en vertu de l'article 127 de la loi organique de la Cour des comptes, le procureur général près cette Cour a traduit devant la Chambre des disciplines budgétaires et financières M. Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits. L'instruction menée par le magistrat instructeur a révélé des faits particulièrement graves, dont entre autres des fautes de gestion ayant occasionné des détournements d'un montant de 25 521 000 $ au préjudice respectivement de la GECAMIN pour 15 millions de dollars et du Trésor public pour 10 521 000 $. Compte tenu de la participation des uns et des autres, jusqu'au niveau actuel des enquêtes menées par le magistrat instructeur, des personnalités de la Banque centrale du Congo, de la GECAMIN et de la Robank sont impliquées dans ce dossier. Il s'agit de Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits, Albert Yuma Moulimbi, PCA de la GECAMIN au moment des faits, Jacques Kamenga Chumwanga, DG AI de la GECAMIN au moment de fait, Guy Okende Ngongo et Freddy Muganza Beya, tous deux directeurs à la Banque centrale du Congo au moment des faits, et Antoine Kiala Ndombele, directeur à la Robank au moment des faits. Saisi par le magistrat instructeur en ma qualité de premier président de la Cour des comptes, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la Cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier, j'ai décidé d'actionner l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes en prenant les mesures ci-après. 1. Le directeur général de la DGM est requis d'interdire aux personnes concernées toute sortie du territoire national jusqu'à nouvel ordre. 2. Les banques commerciales, quant à elles, sont requises de bloquer les comptes des personnes concernées jusqu'à nouvel ordre. L'instruction ouverte dans ces dossiers suit son cours. C'est dans la commune d'Ongaba, à travers cette cérémonie de la sortie officielle de AKT, structure aux initiales du secrétaire général le plus en vogue sur la ville dans la capitale et sur l'étendue de la République démocratique du Congo, et qui vient en appui à la candidature du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, que Augustin Kabouya a pu dévoiler pour la première fois la mouture de l'équipe de campagne du candidat à sa réélection. Bien entendu, l'actuel président de la commission électorale permanente du parti au sein de l'UDPS et la ministre honoraire de l'économie, alors que les 6 membres du présidium de l'Union sacrée de la nation battront campagne pour Félix-Antoine Tshisekedi dans leurs zones linguistiques respectives. na bandeko ya union sacrée, chaque membre ya présidium a gérer espace géographique naye. Au Mokonza Sali, il faut tout soutenir yango. C'est une façon de montrer à la face du monde qu'il est prêt pour organiser les élections. Augustin Kabouya restera l'homme le plus attendu ce dimanche 22 octobre dans la commune de Limete, précisément à l'esplanade de l'église orthodoxe du quartier Mososo, par une masse qui a fait face aux incidents multipliés par un groupe de bandits urbains instrumentalisés par certaines personnalités politiques, jaloux du succès que ne cesse de réaliser Augustin Kabouya à ses rassemblements ces derniers temps, dans l'objectif de semer la terreur et empêcher la tenue de la rencontre. De vieilles stratégies sordides, mal ficelées et qui ne feront pas trembler même un chevet de Monabouté, qui a vite découvert derrière ça une fuite en avant par les détracteurs qui ont manifestement peur des prochaines élections. De son côté, la police n'a pas manqué à sa tâche pendant que ces jeunes mal intentionnés cherchaient comment procéder pour interrompre ce énième grand meeting du chef du parti au pouvoir. Quelques colonnants ont été interpellés et devront répondre de leurs actes. De toutes les façons, le processus électoral déjà enclenché devient plus que jamais irréversible. Ceux qui vont voter candidat Nabino Félix Tshisekedi,
Augustin Kabouya et son parti UDPS l'ayant très bien intégré ne ménagent aucun effort pour matérialiser les souhaits de la majorité de la population congolaise, à savoir la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême, qui devra s'accompagner de l'élection du plus grand nombre de députés acquis à sa cause en vue d'une majorité parlementaire. Mardoché Sélé lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Un pari gagné pour le président de la République. Bien sûr. Je veux dire un pari gagné parce que le processus a beaucoup avancé. Nous avons vu beaucoup de choses qui ne s'est jamais... Depuis que nous existons, on n'a jamais vu ça. Il y a des proches du président de la République qui ont été interpellés. On ne détourne plus? Non, c'est un processus. Mais quand je dis le processus a avancé, c'est-à-dire qu'à un certain niveau de détournement, il y a eu beaucoup de découragement. Parce que c'est l'anticheval du bataille de Félix Tshisekedi. Du président public Félix Tshisekedi. C'est pourquoi nous nous en félicitons et nous félicitons aussi le président public et tous ceux qui l'accompagnent dans ce processus de lutte contre la corruption. Alors, je voudrais moi-même vous dire que le pays est en train de prendre, le pays est en train de se tenir debout. Nous, en tant que Congolais, et surtout Congolais, je veux dire, nous devons soutenir toute initiative allant dans le sens de décourager le détournement de notre pays. Pourquoi vous insistez et surtout, vous l'aviez dit, cette insistance-là, et surtout nous en tant que Congolais? Parce qu'il y a des Congolais qui sont Congolais, mais réellement, ils ne protègent pas leurs intérêts. Ils ne protègent pas les intérêts, ils sont peut-être distraits, mais des Congolais conscients, ceux qui connaissent comment mettre en exécution leur patriotisme pour ce pays, et puis ils doivent veiller à l'intérieur de leur pays. Ils doivent veiller, n'est-ce pas, à l'amélioration de conditions. À l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi, le Congolais était très sûr que désormais ils vont manger à leur faim. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Quelques mois seulement, ce sera la fin du quinquennat de Félix Tshisekedi. Vous savez, le projet de société... Le ventre affamé n'a point d'oreille. Le projet de société chef de l'État Félix Tshisekedi, c'est un projet de société très riche qui a pris en considération beaucoup des états de la population. Aujourd'hui, je prends d'abord un exemple. Les gens croient peut-être que le président public devrait commencer à distribuer à manger aux Congolais. Les Congolais n'avaient pas la culture de l'agriculture, vous le savez très bien. Vous savez qu'avec la politique que Tshisekedi a hérité et qu'il est en train de se battre comment changer ce système, n'est-ce pas, était d'importer tout de l'étranger, même les biscuits. Tout devrait venir de l'extérieur du pays. Aujourd'hui, avec l'avènement Kanyama Kasese, vous avez vu que ceux qui étaient inutiles ont été utilisés pour le bien. Kanyama Kasese sert maintenant aujourd'hui. Les familles des militaires et autres, ils payent les salles de foufou à moins cher. Est-ce que ce n'est pas un acte de bravoure de la part du président public? C'est un acte de bravoure. Je vous donne un exemple. Ici, dans le Kasaï, il y a eu beaucoup de programmes, n'est-ce pas, des Nations Unies, qui ont découragé l'agriculture à l'époque. Les gens qui allaient en brousse pour exploiter, faire ceci, faire manger leur famille, ils ont commencé à attendre du cash-cash. On leur donne 50 $ plus. Et les humanitaires inventent des dossiers mensongers de la malnutrition pour obtenir l'argent et décourager les villageois à ne pas faire l'agriculture. Les projets de transformation alimentaire agricole, ça n'existait pas, mais c'est dans le projet du président public Félix Tshisekedi. Comme je dis que c'est un processus, nous devons le faire confiance parce que les avancées sont très significatives. L'environnement, c'est un élément très hostile dans la mise en exécution du projet ou d'un programme d'action. Le chef de l'État a trouvé un environnement qui était très hostile à la mise en exécution de son projet de société. Je connais quelques gouverneurs qui étaient même coachés pour mettre le bateau dans les roues et ça basculait, n'est-ce pas, du cash FCC à l'Union sacrée, les choses semblaient se stabiliser. Et vous avez vu que la grande réalisation que Tshisekedi a pu faire dans les 2 dernières années, c'était la volonté qui s'est explosée à travers le petit temps qui nous est resté. Et nous avons confiance. Est-ce que vous pensez que vos propos-là sont en train de séduire à cet instant cette population qui a faim et qui n'arrive toujours pas à manger? La population est consciente, elle est mature. Elle sait que le chef de l'État se bat. Il y a certains observateurs qui estiment que cette population, pour la plupart, ils ont décidé de vomir. Non, c'est un mensonge. Si quelqu'un vous dit que quelqu'un vomit Tshisekedi, c'est quelqu'un qui n'a pas fait le tour de Kinshasa, excusez-moi, du Congo. Nous avons eu la chance de parcourir partout. Nous avons fait des sondages d'opinion. Au-delà de tout ce que les gens véhiculent sur les médias, contre le président, mais ce n'est pas la réalité sur le terrain. Tshisekedi est aimé au niveau où même les gens ne se rendent pas compte. Là où on n'a même pas construit quelque chose, mais les gens aiment Tshisekedi.
Les gens croient en lui, bien sûr. Les gens croient en lui. Vous êtes sûr? Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que les processus, la volonté manifeste du président public dans les différents domaines de la vie, même si tous les domaines n'est pas touché, mais je sais que quelques domaines que Tshisekedi a touché la main, a été métamorphosé. Et nous avons foi qu'en 2024, les restes des secteurs, le Félix Tshisekedi, notre président. Alors, votre réaction à chaud face à la décision de la Cour de compte qui a décidé donc de geler les avoirs de certaines personnes, notamment de Gracias Mutombo, Albert Yuma, le directeur de la Robank et certaines autres personnes. Votre réaction à chaud? Moi, personnellement, je suis content. Je suis content. Vous êtes content? Oui. Pourquoi? Je suis content parce que je ne suis pas ennemi d'Albert Yuma et les autres, mais ce sont les ennemis des intérêts du Congolais. Comment ça? Vous savez, ça fait des années et des années que la mafia, excusez-moi, organisée par les Yuma et les autres qui sont interdits par la Cour des comptes, donc, ils sont collaboration de quitter les territoires nationaux. En collaboration avec le pouvoir protecteur des Kabila à l'époque, parce que vous avez suivi à l'époque où Albert Yuma était choqué par la justice. Il y avait des cartes bizarres, bien sûr, mais qui, le président le secrétaire général du PPRD, Ramazani Chadari, a même menacé les institutions. Il a menacé que vous osez toucher Albert Yuma. Voilà ce qui doit arriver. Donc c'était de la médiocrité sous médiocrité. Aujourd'hui, le pays, il n'y a plus des intouchables. Que vous soyez de pouvoir, que vous ne soyez pas de pouvoir. Non, mais on est en train de parler dans le couloir qu'il s'agit bien là d'un règlement de compte. Un règlement de compte, pourquoi? Pourquoi ce règlement de compte ne devrait pas intervenir à la prise de pouvoir de Félix Tshisekedi? Il y a quelqu'un qui est allé loin pour dire que le régime de Félix Antoine Tshisekedi est donc déterminé à en finir avec toutes ces personnes. Mais je me pose des questions. Qui ont travaillé sur le régime de Tshisekedi là. Je me pose des questions. Je m'adresse même à ceux qui pensent que c'est un règlement de compte. Tshisekedi est président public. Il n'a rien à envier chez Albert Yuma. Il n'a rien à envier chez Deo Gracia Mutombo. Tshisekedi peut envier quoi chez cette squad de personnes? Rien du tout. Il a atteint le sommet, il est le président public, il est le président de tout le monde. Et la Cour de compte fait son travail. Vous croyez que de la même manière que Kabila instrumentalise les institutions? Il y a quelqu'un qui l'a dit sur ce plateau que non, la justice reste toujours acquise au pouvoir. Ça, c'est son point de vue, ça relève de son imaginaire. Peut-être qu'il doit faire l'effort de comprendre que les choses ont changé. Avec Tshisekedi, ce n'est pas le cas. Tshisekedi laisse la justice faire son travail. Vous avez vu le rapport de la Cour des comptes. On a donné le détail, on a donné les références. On a vu, ils ont commencé par où? Une enquête, ils ont des preuves, c'est qu'ils auraient amené à prendre des décisions là-dessus. Et moi, je veux dire que ce n'est pas le cas. Et d'abord, l'affaire est à l'instruction. On n'a pas encore rendu, n'est-ce pas, le jugement. C'est pour vous dire que nous pouvons avoir le droit de nous réserver, de tout dire. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que cette démarche est très importante. C'est pour décourager tous ceux qui veulent piller le pays et nous réserver seulement la place de deux classes, les plus riches et les plus pauvres. Nous voulons aujourd'hui avec la volonté... Mais parfois, il y a aussi la population s'inquiète du fait que tout commence bien, mais après la fin de l'histoire, c'est là que ça inquiète un peu. Non, non. Madame, Tshisekedi n'est pas ennemi de tous ces gens. Le président Tshisekedi n'est pas ennemi des kabylistes. Il n'est pas ennemi de tous ceux qui l'attaquent. Le président Tshisekedi, il est porteur du changement. Et le changement apporte toujours des tractations comme ça. Tous ces gens-là doivent se rendre compte qu'ils n'ont pas touché à l'argent de Tshisekedi, ni à l'argent de sa famille. Ils ont touché à l'argent du peuple congolais. Et les institutions font que leur travail. Vous savez, à l'époque de Joseph Kabila, il y a eu plusieurs institutions qui ont été dépourvues de leur pouvoir. L'IGF sous Kabila n'était rien. Et vous vous rappelez, même le Premier ministre Matata et même Adolphe Mouzit ont pris des décrets interdisant même à l'IGF d'enquêter dans le régime financier et d'autres entreprises stratégiques du pays. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient que c'était scandaleux de découvrir les chiffres qui sont en train de partir, beaucoup de choses qui sont en train d'être volées. Des chiffres qui échappaient au trésor public. Bien sûr. Mais aujourd'hui, nous avons la foi, nous avons la volonté et nous voulons que Félix Tshisekedi continue à rendre indépendantes ces institutions, les structures juridiques et judiciaires, de faire leur travail et décourager le mal parce que nous voulons que le pays soit reconstruit, que le pays ou les institutions soient fondées sur un socle de valeurs et c'est ça même l'héritage qu'on doit léguer à la génération future. Quand quelqu'un se lève aujourd'hui pendant un règlement de compte, Abel Yuma et tous ses amis ne sont pas éternels. Ils vont partir. Mais la sanction qu'ils vont subir va représenter un exemple pour ceux qui veulent se comporter comme eux. Alors, mesdames, messieurs, prenons ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine.
sur le cas de Moïse Katumbi, je voudrais dénoncer l'hypocrisie nationale sur cette question de la nationalité congolaise. Je n'avais pas de preuves qu'il était italien. J'ai eu des dénonciations. Par la suite, Moïse Katumbi a pris un avocat célèbre, Dupond-Moretti, ministre français de la Justice, qui a fait parvenir des documents disant que la commune de résidence ne lui reconnaissait pas la nationalité italienne. Donc pour moi, c'est une page tournée. C'est absolument une distraction de soulever cette question. On est dans un faux débat. Je pense que le président de la République lui-même qui avait ordonné qu'il fallait donner à Moïse Katumbi son passeport. C'est le président de la République lui-même qui avait dit, mais il avait été gouverneur du Katanga, comment peut-on lui contester la nationalité congolaise? Il ne faut pas embraser le pays en sériant les personnes qui peuvent se présenter. J'en ai fait un problème à un moment donné en tant que ministre de la Justice, mais aujourd'hui je considère que ça serait totalement immoral d'opposer à Moïse Katumbi le fait qu'on ait dit à un moment donné qu'il avait une autre nationalité. Pour moi, il faut laisser Moïse Katumbi se présenter. Il y avait plus de peur que de mal en ce premier jour d'audience sur les contentieux des candidatures à la Cour constitutionnelle. Le camp Katumbi a gagné la première bataille puisque la Cour constitutionnelle a déclaré irrécevable sur le banc la requête de Junior Massanga Chivwadi contestant la candidature de Moïse Katumbi. En effet, la Haute Cour a jugé que les demandeurs de l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi n'avaient pas la capacité juridique requise pour intenter l'action. Selon Maître Hervé Diakessé, porte-parole de Ensemble pour la République, le plaignant a eu à déclarer lui-même n'avoir pas saisi la Cour constitutionnelle en contentieux des candidatures. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, a carrément demandé le rejet de la requête pour confusion des juridictions. La Cour constitutionnelle doit encore se prononcer sur les autres requêtes en contentieux des candidatures le 30 octobre prochain. Notre parti aussi s'est défendu, mais c'était beaucoup plus des aveux et de l'éclectisme qui ne peut que desservir leurs candidats. Ils ont essayé de fabriquer des éléments de langage qui, à mon avis, contredit. Ils étaient en pleine contradiction, voilà. Donc je reste convaincu qu'il sera invalidé. Et ce procès doit servir de leçon. Pourquoi? Parce qu'il s'agit quand même de l'institution présidente de la République, il s'agit du chef de l'État, de sa personne. Déjà, si au sommet de l'État, nous avons le numéro 1 qui ne sait pas gérer sa propre identité, comprenez que ce n'est pas un bon message pour nos enfants, pour la nation et aussi pour le monde. Voilà. Merci. Contentieux des candidatures devant la Cour constitutionnelle. Marc Chenselu, il y a les candidats à la présidentielle de 2023, c'est Kikouni, qui avait donc saisi la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les changements d'identité du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, entre 2018 et les élections à venir, donc les élections de 2023. Honnêtement, je n'ai jamais trouvé quelque chose de politique dans le chef Kikouni. C'est Kikouni. Je les trouve un peu moins mature. Un candidat malheureux. Hein. Bien sûr, un moins mature en politique. Ah, c'est Kikouni. Oui, je sais. Oui, je le dis en conscience. Et moins mature en politique. Si vous suivez, même quand cette Kikouni parle, il n'y a pas de l'épaisseur. Il n'y a pas de la supériorité dans le propos. Même dans l'architecture de ses propos, s'il parle politique. C'est un candidat président, il peut être président de la République. Même vous, si vous avez vos 5000, on peut vous appeler candidat président public. Vous pouvez vous débrouiller avec quelques verbes sur la langue, sur les papiers, et vous appelez ça projet de société. Cette Kikouni, moi je veux dire, c'est le type de catégorie de jeunes qui ont intégré la course politique, la course à la présidence, et ils ont des caractéristiques d'enfance. Quand vous sentez Kikouni parler, c'est de l'enfance, de la jeunesse, et un peu de je vais dire, de légèreté. Quand vous prenez la classe politique Etienne Tshisekedi Wamulumba à l'époque, vous sentez que même... Et qu'est-ce qu'il y a de légèreté dans ce qu'il dit lorsqu'il met l'accent sur l'identité? L'identité, vous imaginez des petites questions protocolaires. Et les chefs de l'État, Félix Tshisekedi à son niveau, avec tout ce qu'il a comme cabinet, politique ou administratif, vous pensez que
ils peuvent faire une erreur en ce qui concerne l'identité. Madame, il y a une procédure pour le changement de nom et le changement d'identité. Et on vous rend un jugement. C'est ça ce qui justifie le changement de votre identité. Et si cette CONI devrait être en possession, n'est-ce pas, du jugement, des changements d'identité du président public, il devrait le brandir comme TDR pour aller accuser tout ce qui est de ce qu'il accuse. Mais si ce n'est seulement création de buzz, comme ils veulent se faire entendre, et ça fait longtemps, parce qu'ils ne trouvent rien de bon dans ce qu'ils disent, qui peuvent attirer l'attention de la population. Alors, il va créer le buzz pour quel objectif? Mais vous connaissez aujourd'hui, c'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, la jeunesse qui fait la course à la présidence, c'est une jeunesse qui parle avec beaucoup de bassesse, beaucoup de légèreté dans ce qu'ils disent. Il n'y a rien de bon dans le fond de leur discours. Leur sortie médiatique, ce sont des choses qui, juste pour jouer au populisme. Et vous savez que ce populisme profite à qui? Profite à leur camp. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Quand le tir ici, tu sais qu'il dit, les katumbistes applaudissent, les autres applaudissent. Vous voyez que c'était une ambiance creux qui ne produit rien de bon et que la jeunesse peut capitaliser. En ce qui concerne Moïse Katumbi, c'est très sérieux. Alors, avant de parler de la candidature de Moïse Katumbi, je reviens d'abord sur ces propos de l'ancien ministre de la Justice en République démocratique du Congo, Alexis Ntambwe-Mwamba, qui dit « Moïse Katumbi n'a jamais eu la nationalité italienne. J'ai délivré un certificat de nationalité à Katumbi et ce certificat n'a jamais été annulé, donc il faut laisser la candidature de Katumbi et il ne faut pas embraser le pays. » Et là, nous sommes en 2023. Très bien. Alors qu'il avait parlé en 2017, pas 17, je sais, c'est 17, hein? Oui. Oh, voilà, donc je ne me trompe pas. En 2017, Alexis Ntambwe-Mwamba, alors ministre de la Justice, c'était à la veille des élections aussi, hein? Il s'était prononcé sur la nationalité de Moïse Katumbi. Et alors, pourquoi ces rétropédalages, si je peux le dire, des années après de Alexis Ntambwe-Mwamba? C'est ça le caractère d'incrédibilité que la plupart des autorités que nous avons connues, n'est-ce pas, au sein des institutions, ceux dans le ministère stratégique Ntambwe-Mwamba, de par son âge d'abord, l'expérience qu'il peut avoir en politique, se comporter comme ça. Même moi, je ne peux pas le faire. Même dans des petites décisions de chez moi à la maison, je ne peux pas le faire. Il est moins crédible. Pourquoi? Comment ça, moins crédible? Mais quand il le disait à bon escient, en pleine connaissance de cause. Nous avons des vidéos qui circulent encore avec nous ici. C'est-à-dire, ce qu'il vient de développer, c'est une honte pour lui. Non, mais n'a-t-il pas raison lorsqu'il dit que le président de la République avait accepté qu'on puisse donner? D'accord, je suis d'accord avec vous, madame. Ah oui. L'identité ou la pièce d'identité, que ce soit carte de la terre ou un passeport, ne justifie pas réellement la détention de la nationalité congolaise. Ce n'est pas ça. Vous savez... au début de ce régime, on a appelé Moïse Katumbi notre frère. S'il vous plaît. Et là, tout le monde disait qu'il était congolais. Non, mais jusqu'alors, écoute. Allez-y, allez-y. Moïse Katumbi, notre frère, c'est pas un problème. Un Chinois naturalisé congolais, mon frère, c'est pas un problème. Un Américain naturalisé congolais, c'est pas un problème. Mais il faut seulement comprendre le sens de la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Non, mais au moins, attendez. En son temps-là, quand Moïse Katumbi était avec le régime actuel, tout le monde pouvait dire que exactement, il était devenu congolais. S'il vous plaît. Et quand il s'est bruit, tout change. Non, mais d'ailleurs, c'est dans la bonne foi du président public, en ce qui le concernait lui personnellement, qu'il a voulu associer Katumbi. Mais si vous preniez le micro à l'époque, pour sonder l'opinion, vous allez comprendre que la population n'était pas prête à voir Katumbi s'approcher de Félix Tshisekedi. Parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas Katumbi, qui peuvent applaudir de loin sans connaître le contour ou le cursus de Katumbi. Et tout le monde était surpris de voir Katumbi venir, même ceux qui étaient pour du pouvoir, parce qu'il ne pouvait servir à rien. Comment ça? Mais oui. Alors qu'il a joué un grand rôle pendant les élections de 2018. Non, non, ça, c'est des mascarades. Katumbi n'a jamais aimé Tshisekedi et ne peut jamais soutenir Tshisekedi, c'est une évidence. Alors, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Mais vous n'avez pas vu. Il a quand même mis son argent en profit. Hein? Au profit de qui?
lors des élections en 2010. D'abord, Katumbi. Non, s'il vous plaît, au profit de qui? Avant le scénario de Genève. Non. Avant le scénario de Genève. S'il vous plaît, une vérité, nous devons dire la vérité. Oui, avant le scénario de Genève. Katumbi, Félix Tshisekedi n'avait rien et n'a rien à envier dans Katumbi. Katumbi est né pauvre, Tshisekedi est né riche. Tshisekedi est né fils d'un ministre déjà. Son papa est passé plusieurs fois ministre, ainsi de suite. Ils avaient l'argent, ils vivaient dans de bonnes conditions. À l'époque où Tshisekedi fréquentait déjà l'Europe, où il a grandi, Katumbi était déjà là-bas en train de faire ses activités de poisson avec son père. C'est connu de tous. Et aujourd'hui, même le profil qu'avait Tshisekedi à l'époque pouvait attirer l'argent vers lui. Ce n'est pas la présence de Katumbi qui pouvait amener quelque chose à Tshisekedi. Parce que 37 ans de lutte, s'il vous plaît, 37 ans de lutte, n'est-ce pas, ne pouvait pas bénéficier même 5% de Katumbi pour que Tshisekedi ressemble à ce qu'il était devenu. On parlait de Félix donc les gens, président de la République, on parlait du processus électoral de 2018. Non, c'est la même chose avec le monsieur ici, c'est qui de la Mouka. Martin Fayoulou. Martin Fayoulou qui fit d'abord à l'époque avec Kabila. Il est revenu pour légitimer sa présence au sein de l'opposition à travers son attachement au sphinx de l'humanité. Et la même chose que M. Katumbi avait compris que pour être accepté comme opposant, il fallait que je compose avec le tout-puissant Etienne Tshisekedi Wamulumba, que je sois parmi ses enfants, si peut-être que la population pouvait m'accepter que nous militons ensemble pour la bonne cause. Mais ce n'était pas l'argent de Katumbi qui pouvait l'amener vers Etienne Tshisekedi. Laissez-moi vous poser cette question d'un internaute qui se demande pourquoi alors que Moïse Katumbi fait peur. Vous parlez de peur. Mais cet internaute-là devrait comprendre que Katumbi ne fait peur à personne. Mais ce qui fait peur, c'est la casquette de Katumbi pour les intérêts congolais. Le pays... notre pays, excusez-moi, la République démocratique du Congo, c'est un pays le plus riche du monde. Et Katumbi a besoin des richesses du Congo. Ce sont les Kinois et les autres qui n'ont pas connu Katumbi qui applaudissent de l'un qui ne connaissent pas Katumbi. Katumbi, honnêtement, n'a pas... Présenté aujourd'hui comme l'un des meilleurs gouverneurs. Il n'a jamais été meilleur gouverneur, nous allons le prouver avec vous ici. Mais j'étais en train de parler, oui. Les gens qui ne connaissent pas Katumbi peuvent rencontrer, ils peuvent faire de rencontres, ils peuvent parler tout ce qu'ils parlent, ainsi de suite. Katumbi ne fait peur à personne. Et vous savez d'ailleurs, Katumbi n'a même pas le profil de Kabound qui est en prison. Parce qu'en termes, oui, Kabound est plus populaire et plus connu, accepté que Katumbi. Vous comprenez? Il y a même... Plus populaire, alors qu'on n'a jamais vu la foule là qu'il a accueilli la semaine quand il a regagné Lubumbashi, on a vu. Madame, après qu'il ait participé les professionnels, au match TP Mazembe. Les professionnels en achat de conscience, c'est Katumbi. Qui s'organise... Mais oui. Les élections d'achat de conscience ont fini avec Kabila en 2006. Aujourd'hui, c'est Katumbi qui amène ça. Parce que tout autour de Katumbi, en lui, il n'a pas de vision. Le leadership qu'on attribue à Katumbi, c'est un leadership d'acheter les gens, d'acheter les compétences pour l'entourer et faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il est venu t'acheter? Il a tenté? Non, mais écoutez, s'il vous plaît. Même si on m'achète, mais il a acheté quand même quelques-uns. Je voudrais dire une chose. Katumbi. Ils se sont attachés à lui comme tu t'es aussi attaché à Fifi Masuka. Non, moi j'ai été convaincu. Parce qu'à l'époque où moi je suis... Oui, eux aussi sont convaincus. Ils ne sont pas convaincus, ils ont trouvé Katumbi avec des millions. Il avait déjà des avions. Mais moi je suis allé chez Fifi pendant que tout le monde la prenait pour une incompétente. Et surtout qu'elle ne parlait pas. Personne ne pouvait comprendre ce qui s'est caché en elle comme compétence, comme aptitude. Alors, pensez-vous comme certains aujourd'hui que si on est dans cette situation, c'est parce que la RDC n'a pas de carte d'identité? Mais je voudrais seulement prendre l'exemple sur Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'est pas congolais d'origine. Il est qui alors selon toi? Il est congolais parce qu'il est né sur le sol congolais. Vous comprenez? Si les juristes me regardent... Et que dit la loi? Je suis dans la loi. Il y a ce qu'on appelle l'acquisition, excusez-moi, de la nationalité par naturalisation. C'est-à-dire, tout expatrié, qu'il soit américain, qu'il soit juif, qu'il soit italien, qu'il soit belge, s'il veut devenir congolais, il y a des conditions prévues par la loi. Vous comprenez? Il va changer sa nationalité pour obtenir la nôtre, comme tous les autres le font. Mais un Congolais qui est naturalisé, excusez-moi, un Chinois ou Français naturalisé congolais, la loi restreint ses droits d'exercice. Vous comprenez? Le droit politique. Il peut l'exercer de manière passive ou active, mais à un certain niveau, la loi interdit que celui qui est naturalisé puisse accéder à des postes stratégiques du pays parce qu'il peut renverser le pays. Et c'est dans les lois de la République. Alors, ça c'est quant à celui qui est naturalisé congolais. Il peut devenir même ministre provincial. Mais pas président de la République. Pas président de la République.
Même dans le service de renseignement, on ne peut pas le mettre. Il ne peut pas occuper les hautes fonctions. Hautes fonctions, non, c'est interdit par la loi. Moïse Katumbi, il l'a dit. C'est lui-même qui parle. Moïse il était quand même gouverneur. Nous allons partir. C'est pourquoi même les Tamouamba, les autres devraient être arrêtés pour haute trahison. Tamouamba? Oui, bien sûr. Les Tamouamba, même les députés et tous ceux qui ont facilité Katumbi à devenir gouverneur à l'époque, devraient être traduits en justice. Bon, et heureusement que le président de la République a dit qu'il ne va pas finir dans les passés. Hein. S'il vous plaît, ça n'engage que le président public. Mais les lois sont établies et ce n'est pas le président qui a établi ces lois. La haute trahison, les dénis d'initié, ce sont des infractions qui sont... Donc c'est Marc-Denis Télé qui va commencer. Je fais que rappeler. Non, mais je demande si ça va commencer, c'est toi qui vas prendre cette initiative. Moi, je ne suis pas ennemi de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi ne peut jamais compétir comme président de la République dans ce pays. Ce qui m'étonne, c'est le courage et l'audace que Katumbi a. Ah, oui, bien sûr. Il se reconnaît zambien. Moïse Katumbi, vous connaissez le dossier. En 2002, Moïse Katumbi a bloqué la marchandise de la GECAMINE en Zambie. La Zambie, le gouvernement zambien, a demandé à la GECAMINE de payer les dettes de leurs sujets zambiens. C'est connu de tous, même Moïse Katumbi connaît, personne n'a jamais contesté cette histoire. Il était zambien. Vous connaissez bien l'histoire que son fils, le fils de Moïse Katumbi, est député provincial en Zambie. Ah, député. Vous connaissez une vidéo où les Zambiens ont posé la question à Moïse Katumbi en anglais pour lui demander. On a dit que toi, tu n'es pas notre frère. Mais il a dit non, non, moi je suis votre frère. C'était en anglais, la vidéo circule partout. Maintenant, Moïse était chassé par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Comme sujet étranger ici. Il est parti en Zambie, là où il exploitait du diamant vert, il faisait ses minoteries, ainsi de suite. Comme sujet zambien. Moïse Katumbi revient en 2002 avec une demande de visa de permanence. On demande un visa. Nous sommes en 2002. Là, nous sommes en 2002. Bien sûr. Moïse Katumbi demande visa. Comment? Si tu es congolais, tu l'es. Et si tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Quand on est congolais, on ne se justifie pas. On ne se réclame pas d'être congolais. On est congolais et c'est tout. Il demande un visa de permanence. Le visa de permanence au Congolais en tant que qui? En tant qu'étranger. Parce qu'on a un visa que lorsqu'on est étranger. Il arrive ici, les gens dans leur inconscience plus profonde acceptent de lui donner mandat comme député provincial. Conscience. En 2006. Les gens dans l'inconscience, c'est ça? L'inconscience la plus profonde. Parce qu'ils n'ont pas compris les dons, ce qui devrait découler de ce qu'ils les avaient ouverts comme porte à Moïse Katumbi. Katumbi arrive et le PPRD, qui était même le fabricateur de beaucoup d'identités, fait de lui un gouverneur d'identité. Mais vous êtes en train C'est que moi je dis ici, ça sort de bouche de grandes personnes. Vous avez suivi Ngoï Moukena avant de mourir. Il avait parlé de Joseph Kabila. Ce n'est pas moi, c'est lui qui parle. Je me sors de leurs vidéos. Oui, Moïse Katumbi est arrivé. Bien sûr, il est arrivé ici, gouverneur. Et le plus exceptionnel gouverneur avec une gouvernance imaginaire. Beaucoup de projets, beaucoup de réalisations non budgétisées, ça relevait de l'imaginaire de Katumbi. Quand vous lui parlez de tout ça, allez, il va, il l'achète comme quelqu'un qui achète un cadran sur le marché, il vient exécuter. Et les gens parlent de la bonne gouvernance sous Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a fait la fortune. À l'époque où l'IGF ne contrôlait rien. Moïse Katumbi. Donc aujourd'hui, vous remettez en compte le leadership de Moïse Katumbi. Il n'a jamais été leader. Et applaudi par plusieurs Congolais, des Katangais. Je vais vous donner un exemple. Je pense que quelques intellectuels vont être d'accord avec moi. Il y a une fourmi, quand il chante, il dit fan, 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 fan. Vous comprenez? Cette fourmi ne pond même pas des œufs. Cette fourmi ne produit pas. Mais la fourmi, quand il saisit une autre espèce de fourmi, quand il chante un fan, la même fourmi qu'on a saisie prend la forme, n'est-ce pas, de celle qui chante un fan. Et qu'est-ce que vous C'est ça même la forme exacte d'un leader. Un leader est celui qui fait des photocopies. Vous comprenez? Et celui qui prend les autres dîners, ils les font comme eux, comme lui. Il a la progéniture. Il fabrique les gens comme le Katumbi. Mais Katumbi n'a pas de capacité de faire cela. Katumbi prend les compétences déjà établies. Katumbi achète les consciences des gens qui parlent bien, qui réfléchissent, ils forment un cabinet pour que le nom de Katumbi soit chanté partout. Mais lui, en Katumbi, en lui, c'est creux, ce vide, il n'y a rien à part. Mais on voit quand même que Katumbi est entouré des personnes intelligentes, mais comme le maître Jacques Essé aujourd'hui. C'est ce que je dis. Il est entouré quand même des personnes qui savent tout ce genre et qui connaissent le bon côté. Mais les gens là ne connaissent pas le bon côté, ils s'ignorent. Je prends l'exemple. C'est de la même façon, il y a des gens qui disent que Marcelin Sélé ne connaît pas aussi le bon côté en étant avec Fifi Masuka. Moi, je suis du bon côté.
Bon, ils ne sont pas des bons Congolais. Parce que Masuka elle-même a une vision comme moi je suis. Mais Katumbi aussi a une vision. Mais Katumbi n'a jamais eu de vision. Vous avez suivi chaque fois qu'il s'adresse à la population. Il a une vision pour le changement. Si moi alors, en un mot. Oui, si moi j'étais Katumbi, excusez-moi, ce n'est pas un mot, je vous demande que je finisse mon propos. Une minute alors. Oui. Parce qu'on doit finir, reprendre notre... Moïse Katumbi ne peut jamais postuler comme président de la République. Pourquoi? Il a des origines douteuses. Ok? Ça, c'est selon vous. Ça, c'est pas selon moi. Parce que nous attendons que la Cour constitutionnelle se prononce. S'il vous plaît. La maman de Moïse Katumbi, elle est du groupement de Babemba en Zambie. C'est pour là où l'influence de sa famille était en Zambie et lui-même était en Zambie, dans la famille royale de sa mère. Et là, il cherche à se faire adopter dans le Baïké. Les Baïké qui sont venus ici en 1400, c'est connu de tous. Et il veut parler de la descendance de Baïké, ça ne colle pas. Alors de l'autre côté, son père est étranger. Mais lui, il est né au Congo, on le reconnaît dans la nationalité congolaise. Mais lui, Tambo Mwamba, qui avait même publié sur les réseaux, avec tout ce service, les passeports italiens de Moïse Katumbi, n'est-ce pas? Parce que la loi dit, la nation congolaise, elle est unique et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. On l'appelle que lorsqu'on acquiert une autre nationalité, et ce monsieur cesse d'être, n'est-ce pas, congolais à cette époque. Même si Moïse n'avait pas perdu sa nationalité. Mais le droit de notre pays restera ce droit parce qu'il n'est pas ni des pères ni des mères congolais. Alors, il ne peut pas compétir comme candidat président public et c'est établi. Moi, je voudrais même demander à la CENI de saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 72. Oui, alors c'est ce que certaines personnes estiment que la CENI devait le faire. Bien sûr. Alors, je peux vous dire qu'il n'y a rien d'acharnement là-bas. Moïse Katumbi ne peut faire peur à quelqu'un. Parce que nous, on n'a pas peur de la compétence de Katumbi, on ne va pas son argent. Parce que tu sais qu'il est président public. D'accord. Ok. Merci beaucoup, madame, monsieur. Prenons ce quatrième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Nous allons parler du processus électoral en cours en RDC. Une délégation du mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba, conduite par son coordonnateur, le professeur Alphonse Toumbaloua Baloumou, sort satisfaite après un échange avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi. Les hôtes de la centrale électorale sont venus aux nouvelles auprès de la hiérarchie de la CENI en lien pour s'imprégner des préparatifs de l'organisation des scrutins couplés à venir. Le président de la CENI leur a fait part des différentes étapes franchies par le processus électoral en cours. Nous sommes venus en tant que mécanisme national de suivi avec mon adjointe Madame Julienne Lusenge et d'autres cadres pour nous renseigner à 2 mois de la tenue des élections sur les étapes déjà franchies, ce qui reste à faire, est-ce qu'il y a encore des difficultés ou des contraintes, et voir aussi l'état d'esprit de la CENI. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a la sérénité, qu'ils avancent bien, qu'ils sont bien organisés, et le déploiement avance. Et le président nous a dit que la date de l'élection sera tenue. Donc ce sera bel et bien le 20 décembre et que les gens puissent se préparer et bien faire leur campagne électorale. En tout cas, nous sommes satisfaits des échanges. Il y a eu des éléments politiques, des éléments sociaux, des éléments concernant l'information, concernant ceux qui ont des problèmes pour refaire la carte. Mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. À noter que le mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba est une organisation créée en 2013 et soutenue par l'Union africaine pour la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, affûte déjà les armes pour les élections présidentielles. Au cours d'une conférence de presse tenue ce 22 octobre 2023 à l'initiative de l'association Jeunes pour Mukwege, le prix Nobel de la paix a tout d'abord dressé un tableau sombre de la situation générale du pays avant d'annoncer le point important de son projet de société qui sera dévoilé le 19 novembre prochain, notamment la fin de la guerre, la fin du sous-développement qui mettra au centre les jeunes et les femmes congolaises. La fin de la guerre pour une paix durable
que nous voulons coûte que coûte, et nous voulons cette paix tout de suite. La fin de la faim, pour que chaque Congolais mange à sa faim. Et j'ai dit, c'est maintenant ou jamais. La fin des vices, la fin des antivaleurs. Et pour cela, je vous invite à une révolution institutionnelle et éthique rigoureuse. Par la même occasion, il a présenté officiellement les directeurs de sa campagne électorale, le sénateur Didier Momengi. Dans sa prise de parole, Didier Momengi a fait savoir que le prix Nobel est l'homme qu'il faut pour gérer cette nation en toute intelligence. Ce prix Nobel de la paix, c'est une œuvre de Dieu. C'est un clin d'œil du destin. Et je lui ai dit, docteur, ma condition, c'est que vous convertissiez ce prix Nobel de la paix en paix réelle et concrète pour notre peuple. Le coordonnateur de l'association Jeunes pour Mukwege, André Kakubu, revient ici sur le choix porté en la personne du prix Nobel de la paix avant de plaider pour la création d'emplois des jeunes et la révision du système éducatif congolais. Nous avons aujourd'hui reçu notre candidat pour avoir ses aspirations. Qu'est-ce qu'il pense faire de notre pays? Comment il entend refonder, transformer notre nation? Et nous l'avons entendu. Après cela, nous l'avons présenté nos aspirations. Nous voudrions que par lui, les systèmes éducatifs, que l'emploi, les bourses d'études, que toutes les conditions qu'il faut pour que nous puissions préparer une jeunesse capable et consciente pour l'avenir soient réunies. Et il est d'accord, nous avons scellé un partenariat entre la jeunesse congolaise et les docteurs. Le réparateur des femmes congolaises a également éclairé l'opinion sur la confusion qui règne autour de la théorie du genre. Il martèle ici que ceci s'inscrit dans le cadre du combat de l'égalité des sexes pour donner à la femme une place considérable au sein de la société congolaise. Élection 2023 en République démocratique du Congo. Mardochée Nsele, aujourd'hui, il y a des voix qui réclament le dialogue. Des voix qui réclament le dialogue. Le dialogue, nous n'avons pas de crise de légitimité dans notre pays. Madame, il y a trois attributs, excusez-moi, qui président l'existence d'un pouvoir. Lesquels? Nous avons la légitimité sociopolitique. C'est le fait que le candidat à la présidentielle est aimé par le peuple avant les élections. On l'aime, on a l'espoir en lui, la population l'acclame. Vous voyez que les gens le chantaient partout. Les gens l'aiment, il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Deuxième, c'est la légalité. L'égalité, c'est légaliser cette légitimité à travers le choix que vous allez porter à votre candidat aux urnes, à la période de vote. Après, c'est l'exclusivité d'un moyen que vous aurez pour répondre, n'est-ce pas, aux besoins de la population sur base du contrat que vous avez signé avec eux et ce que vous avez présenté comme votre cahier de charges. Donc, essayez de comprendre que dans le candidat, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo conserve encore sa légitimité socio-politique et demeure intacte. Donc, il n'y a pas lieu de convoquer un dialogue, non? Donc, maintenant, le dialogue, c'est un cadre extra-institutionnel. N'est-ce pas, qui intervient que lorsque la solution au sein des institutions n'est pas à mesure d'apporter de solution. Mais là, vous avez une Tshisekedi qui a tenu parole, qui a promis... Alors, Tshisekedi a tenu parole, mais il y a quand même aussi des contraintes qui peuvent être budgétaires. Est-ce que vous pensez que d'ici le 20 décembre, parce que la CENI de son côté quand même travaille pour les élections en décembre 2023, mais il y a quand même des inquiétudes dans les chefs de certains candidats comme vous, je ne dis pas que vous vous inquiétez, mais il y a des candidats qui s'inquiètent sur la question liée au financement du processus électoral. La question liée au financement du processus électoral ne devrait pas du tout faire un sujet de débat, parce que le gouvernement, Tshisekedi s'assure. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas voulu recourir aux emprunts comme les ressources temporelles. L'État congolais s'assume avec le moyen propre, la province et des côtés. Et la situation sécuritaire aussi, bien sûr. Inquiète. Alors, la situation inquiète bien sûr, mais les mesures étaient déjà prises. En ce qui concerne la CENI, la même stratégie qui a été utilisée en 2006, 2018, voire même 2011, c'est la même stratégie qui a été utilisée aussi en 2022. Pourquoi? Parce que dans la proposition de la loi sur la répartition des sièges, on a réservé 17 sièges pour 3 territoires. Massissi, Rutshuru et Kwamo. Bien sûr. Je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Et tous les territoires seraient représentés et il n'y aura pas d'inquiétude. Alors, vous avez suivi également Mukwege, candidat
aux élections de 2023 en tant que président, candidat président, bien sûr. Alors, on le déclare l'homme qu'il faut pour gérer la République démocratique du Congo. Bon, vous savez, l'homme qu'il faut, ce sont les fanatiques qui le disent. Mais moi, je suis plus mature que mon collègue en politique. Il peut être intelligent dans d'autres domaines. Il est vieux. Finalement, vous êtes plus mature que tous ces politiciens. C'est une évidence. C'est une évidence. En politique, c'est un autre domaine. Vous comprenez? La politique va avoir la vocation d'être dirigeant. Il va quand même mettre fin à la famine. Bon, mettre fin à la famine. Ce n'est pas le cas parce que dans sa propre famille ou soit sa tribu ou ses villages, la famine existe. Ce n'est pas Mukwege qui a mis fin à la situation sociale, n'est-ce pas, dans sa famille ou dans son village, voire même dans son territoire. Les réparateurs des femmes peuvent aussi réparer la RDC, non? Les réparateurs de femmes. Bon, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Le prix Nobel de la paix, c'est l'honneur du pays, bien sûr. Mais Mukwege ne connaît pas la politique. Mukwege, c'est un parachuté en politique, il vient de nulle part. Aucune notion sur le fonctionnement des institutions, l'établissement des institutions. Oui, c'est pour dire que Mukwege, il fait bien son travail, mais il a été porté par la société civile. S'il vous plaît, est-ce que la société civile, excusez-moi, ce n'est pas du tout la société civile. Il faut voir les catégories de personnes que Mukwege a rencontrées avant pour se prononcer comme candidat. Rafraîchissez alors les mémoires des Congolais. C'est pour vous dire que vous avez vu plusieurs fois la Belgique, quelques caciques de la Belgique étaient venus rencontrer François Hollande est arrivé ici, n'est-ce pas? Il a commencé par Goma. Il a vu Mukwege. Vous savez que normalement, l'Occident est en train de fabriquer un Mukwege candidat président public, mais nous, en politique, nous savons que c'est un parachuté en politique. Mukwege ne sort d'aucune école politique dans notre pays. Il n'a été formé par personne. Il n'a jamais adhéré dans un parti. Il n'a jamais été ministre provincial, même pas député provincial. Il n'a jamais été militant. Il ne connaît rien du fonctionnement des institutions de la République. Il maîtrise son domaine de la santé. Il a quand même le soutien de la population aussi. Le soutien de la population, c'est autre chose, madame. Il y a beaucoup de conditions qui entrent en jeu. C'est pour vous dire que l'histoire avec Mukwege, normalement, c'est une farce. Alors, comme certains, estimez-vous que Mukwege est bon pour ses actions en tant que scientifique, en tant que médecin et non en politique? Mukwege n'a pas un profil qui est plus que celui de Muyembe. Mukwege, c'est un enfant de Muyembe. Il reconnaît Muyembe comme un grand. Mais Muyembe devrait aussi dire je vais devenir président public. Ils sont très nombreux. Donc Mukwege devrait peut-être rester dans son domaine pour se faire respecter. Ce n'est pas que nous, on ne veut pas qu'il soit candidat, mais il est moins mature en politique. Je pense que c'est un faux chemin qu'il a choisi. Et alors, prenons ce dernier dossier pour parler de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo dans la partie Est. À quelques mois, donc à 1 mois et quelques semaines du processus électoral de la date du 20 décembre 2023. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Alors que le groupe d'autodéfense Ouazalendo prend l'avance sur le M23, les troupes rwandaises ont fait incursion en RDC pour appuyer les rebelles du M23. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a indiqué que ce sont les images prises des drones de FRDC et de la MONUSCO qui ont signalé les colonnes des troupes rwandaises entrant en RDC. C'est des images qui ont été capturées le 17 octobre 2023 où on peut apercevoir des colonnes des troupes de l'armée rwandaise entrer dans cette partie de la colline surplombant la cité des Tongo sur la route des Kalengera. Nous avons reconnu les tenues, les armes ainsi que les munitions qui ont été réquisitionnées pour faire cette opération macabre. Plusieurs compatriotes ont été massacrés, une cinquantaine. Des maisons ont été brûlées, les villages des Runzenze a été touché, les villages des Bichiché, les villages des Marangara et des Congolais ont été à nouveau tués par ces troupes rwandaises. Pour le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, cette incursion est de trop. L'ONU doit agir avant qu'il ne soit trop tard. C'est extrêmement grave. Le gouvernement de la République et le chef de l'État n'ont cessé de demander à la communauté internationale d'agir. Et je me rappelle que dernièrement, lorsqu'il m'a été permis d'intervenir encore une fois au Conseil de sécurité, je disais agissez avant qu'il ne soit trop tard. Christophe Lutundula rassure les Congolais que la RDC ne va pas se laisser faire. Nous disons à nos compatriotes, nous ne sommes pas là pour nous plaindre. Loin s'en faut. Nous disons aux décideurs internationaux, je parle la langue de bois,
qu'il y a des troupes sur notre territoire, que assez, nous n'allons pas nous laisser faire. Déjà, le gouverneur militaire du Nord Kivu a saisi le mécanisme conjoint de vérification pour signaler cette incursion rwandaise. Le gouvernement central a à son tour saisi toutes les instances internationales, ONU, CPI et CPJ et consorts, afin d'obtenir gain de cause. La déclaration dit ceci, à cet égard, donc, concernant, si vous voulez, la MONUSCO, le Conseil prend une bonne note du rapport daté du 2 août 2023 que le secrétaire général lui a présenté sur le retrait accéléré de la MONUSCO à partir de la fin de 2023. La résolution, nous l'aurons en décembre. Aujourd'hui, nous avons commencé avec la MONUSCO le processus d'élaboration du plan de retrait, comme nous, la RDC, nous l'avons demandé. Les discussions que nous avons commencées aujourd'hui portent sur ce qui suit. Vous avez suivi le communiqué, la déclaration. Nous allons maintenant, la RDC d'un côté, la MONUSCO de l'autre, proposer clairement, les plans de désengagement des troupes de la MONUSCO, le chronogramme du retrait, ça c'est le premier travail, c'est entre l'état-major de la RDC et le commandement de la MONUSCO. Deuxième document, nous allons convenir des modalités pratiques, j'allais dire de la remise-reprise, c'est-à-dire de la reprise des activités qui sont actuellement accomplies et exercées par la MONUSCO, que la RDC va continuer avec l'appui des traditionnels. Entendez par traditionnels, les programmes, les projets, les fonds et les agences de la MONUSCO. Troisième document, nous allons élaborer le plan, suivez bien, de la réduction progressive des effectifs. Je ne dis pas du personnel seulement, je dis des effectifs de la MONUSCO. Nous allons aussi élaborer un document programme qui montre comment l'ensemble du dispositif MONUSCO va commencer à partir. Mardo Chensele, la situation dans la partie sécuritaire continue toujours à faire parler plus d'un Congolais. Alors on a encore signalé l'incursion des M23, de l'armée rwandaise dans la partie est pour venir en renfort au M23. Il y a eu même de morts finalement. Qu'est-ce que la République démocratique devra faire après plusieurs sonnettes d'alarme et que la communauté internationale continue à faire, selon les observateurs, la sourde oreille? Qu'est-ce que la RDC doit faire maintenant? Vous savez, la RDC est membre de l'ONU. La RDC est membre de l'ONU, c'est pourquoi chaque fois la RDC se comporte en responsable, n'est-ce pas, pour que chaque étape soit respectée. Vous savez, les incursions sont des troupes. Vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères, Excellence Lutundula, qui a soulevé... Et puis, c'est l'armée rwandaise qui est bien identifiée. Bien sûr. Et nous disons en français, le combat est facile quand on connaît bien son adversaire. C'était très difficile d'identifier qui attaque le Congo, qui fait les moralistes. Vous savez, avec l'avènement des chefs de l'État, son implication sur le plan diplomatique a produit, n'est-ce pas, à avoir de la lumière. Si c'est lui qui nous attaque, c'est le Rwanda. Et toute la communauté confirme que oui, c'est le Rwanda. Et aujourd'hui, tout le monde peut bien citer le Rwanda comme agresseur. Bien sûr. Alors, les incursions sont établies, c'est bien parce que ce sont des éléments de preuve. La République démocratique du Congo est aussi prête à affronter le Rwanda jusqu'à son dernier retranchement. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, s'il le retarde pour attaquer le Rwanda, c'est que la procédure est en train d'être respectée. Mais finalement, cette sourde oreille inquiète. Bon, sourde oreille inquiète, bien sûr, mais à un moment, quand le sourde oreille inquiète, je pense que le Congo va agir. Vous avez suivi même, n'est-ce pas, l'ultimatum du ministre des Affaires étrangères, qui a dit même par hasard, si une bombe tombait sur le sol de Goma, vous allez voir que c'est dans un instant où la RDC sera en mesure de répondre. Donc répondre comme ça, ce n'est pas pour objet de pain. Ce n'est pas à l'époque où nous étions dans l'embargo ou sous embargo, sous astreinte internationale, on n'était pas en mesure d'importer les armes, acheter des nouvelles armes pour renforcer notre armée. L'armée congolaise aujourd'hui a en confiance de faire la guerre au Rwanda
Peu importe ce que les gens peuvent dire, mais nous suivons la procédure selon les conventions internationales. internationales. Plusieurs personnes l'ont demandé au gouvernement congolais et enfin le retrait de la MONUSCO du sol congolais. Le processus va donc commencer d'ici décembre 2023. Mais il y a eu quand même aussi des voix qui se sont levées pour dire que c'est un peu précipité. Il faudra attendre après les élections de 2023. Non, bien sûr. Moi, je pense que ce n'est pas assez précipité parce que le processus a été déjà entamé il y a longtemps. Mais il y a eu seulement quelques manœuvres de retardement. Ils ont alourdi la procédure. Mais aujourd'hui, je sais que, comme c'est fait, ça veut dire que toutes les conditions sont réunies pour d'abord diminuer les effectifs. Je pense que le ministre l'a soulevé dans le briefing. Et nous voulons que la MONUSCO aille, que le Congolais soit en mesure de faire le travail seul. Parce que nous sentons qu'avec la présence de la MONUSCO, plusieurs fois, on a beaucoup soulevé des questions d'infiltration, de collaboration entre quelques troupes de la MONUSCO avec le mouvement rebelle. Vous avez suivi à travers les photos qu'autrefois, même les engins, n'est-ce pas, de la MONUSCO permettaient à ce que les rebelles puissent aller dans des zones où ils avaient des difficultés d'atteindre. Donc nous ne voulons pas que la MONUSCO soit ici pour faire des actions conjointes avec la RDC. C'est ça même le vouloir du chef de l'État, le vouloir des Congolais. Et nos frères ont coulé de leur sang pour faire partie de la MONUSCO. Et c'est la chose qui doit être faite et prise en compte. Nous sommes pratiquement à la fin de ce rendez-vous. Alors, quelle est votre analyse des actions de Ouazalendo? Vous avez quand même entendu, on parle depuis un temps de Ouazalendo dans l'est de la RDC. À la différence du M23, les Ouazalendo, c'est un mouvement légitime des résistants congolais qui ont besoin de voir leur pays être en sécurité. Ils ne sont pas en contradiction avec leur pays. Vous voyez qu'ils viennent en rescousse, n'est-ce pas, aux Congolais et surtout nos frères qui meurent de l'Est. Et les Ouazalendo ont notre soutien. Moi, en tant que patriote congolais, je vais les soutenir parce que ce qu'ils font, ils ont repoussé le M23. Ils facilitent aussi le travail au FARDC. Mais certaines personnes craignent un peu le fait qu'on peut enregistrer un dérapage si le mouvement n'est pas bien encadré. Bon, ça, je ne sais pas, je me ressaisis le droit de dire parce que je ne suis pas dans le domaine de la sécurité, mais la dividende de leur intervention, vous voyez que ça donne quand même un peu de soulagement parce que les zones qui étaient occupées par les M23, moi j'ai vu que les zones ont été libérées et récupérées par la FARDC. Non, il y a la FARDC qui a aussi récupéré quelques zones que les Ouazalendo ont conquis. C'est pour vous dire que c'est le patriotisme qui s'exprime à travers cet engagement de jeunes, n'est-ce pas, qui sont au front pour défendre leur pays. C'est normal, parce que vous avez suivi même dans une vidéo que j'ai vue, quelqu'un dire, mais nous n'avons que le Congo. Si on quitte le Congo, nous n'irons nulle part. Et notre paradis, nous avons besoin de le protéger. Et si nous ne le faisons pas, quel serait l'avenir de nos enfants? Et ils ont raison de le faire. Mais je pense que le Congo nous appartient, même si nous ne sommes pas au front pour compatir et prendre les armes, mais nous serons ici pour les soutenir et faire en sorte que la paix revienne à notre pays. Et nous soutenir le président public Félix Tshisekedi dans ses initiatives et surtout la procédure de la pacification de l'Est de la République. Alors, Mardoché Nsele, c'est complètement fini. Je rappelle que vous êtes aussi candidat dans la course pour les élections 2023. Députation nationale ou provinciale? Députation nationale dans la circonscription électorale de Luebo. Ah, ok. Alors, vous avez quelques minutes. Vous avez répondu à toutes nos questions et je pense que chacune des personnes qui nous a suivis a son analyse des échanges sur ce plateau de Info 7. Alors, je vous accorde 1 minute pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous entendre après plus d'une année de votre passage sur ce plateau de Info 7. Merci beaucoup. Vous savez, nous avons étudié pour devenir des membres utiles dans nos foyers, dans nos familles, dans nos territoires, dans nos secteurs. Et nous avons une période que nous devons le faire. À un moment, nous serons fatigués, on va nous appeler vieux, peut-être qu'on va disparaître. Mais je pense que pour mon territoire, pour ma province, j'ai estimé que je dois aussi faire quelque chose. C'est travailler pour être dans les institutions et être en mesure de prendre des décisions importantes au profit, n'est-ce pas, de mon territoire et de mon peuple. Parce que j'y étais. J'ai vu que c'était le secteur qui était touché normalement par les événements malheureux de l'époque des Camerounais Sapou et les territoires les plus pauvres. Aujourd'hui, il n'y a même pas des institutions. Oui, et ça m'a donné l'obligation de travailler et faire en sorte que je devienne utile pour eux. C'est pour cette occasion, je profite de l'occasion d'exploiter positivement cette période électorale, de postuler comme candidat député national et aussi aider les autres qui sont les candidats députés au niveau provincial pour que notre territoire fasse partie de lui. Vous savez que c'est les territoires d'origine de l'honorable Bakajika Kamombe, l'auteur de la loi Bakajika, parce que c'est son territoire. Alors, beaucoup sont partis, ils ont laissé le territoire délabré, détruit, et nous avons l'obligation de le reconstruire ensemble avec ceux qui portent la bonne volonté de soutenir la nouvelle génération. Merci beaucoup. Je rappelle que Mardoché
Nsele est donc président national de la Ligue nationale Front des indépendants pour la démocratie, parti cher à Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, communicateur de l'Union des communicateurs de la République, mais vous êtes également coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. Merci d'être passé une fois de plus sur le plateau de Info 7. Merci. Alors, mesdames, messieurs, je ne cesserai de le dire, Info 7, c'est un magazine de Congo Télévision. Info 7, votre magazine, Info 7, notre magazine. Merci de rester fidèle sur Congo Télévision, la chaîne haute définition. Et surtout, merci de continuer à faire confiance à votre magazine Info 7. Et merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Congo Télévision. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Info 7. Au revoir.